À chaque semaine à TVCO, nous recevons un élu, qu'il soit maire, député ou encore préfet. Et c'est le cas ce matin parce que j'accueille Patrick Lavoie, préfet de la MRC de Charlevoix et également maire de Saint-Hilarion. Patrick Lavoie, bonjour. Bonjour. Parlons tout d'abord d'un dossier là, qui franchit différentes étapes depuis maintenant presque un an, enfin, depuis presque l'annonce du Géolagon. Parlons un peu du règlement de contrôle intérimaire que vous aviez sur l'exploitation des zones forestières. Le dossier a franchi une autre étape cette semaine. On est rendu où dans ce dossier-là? Oui. Dans le fond, lors de la dernière séance du Conseil des maires, on a présenté un énoncé d'intention qui vient préciser au niveau de la MRC les intentions qui vont se retrouver dans le prochain règlement au niveau de la MRC, le prochain projet de règlement. Et le projet de règlement peut faire l'objet de consultation. Oui, exactement. Il y aura un processus. Dans le fond, le projet de règlement va être présenté. Après ça, il va y avoir encore consultation publique et différentes démarches pour inscrire ce projet de règlement, ce règlement-là officiellement dans le schéma d'aménagement de la MRC. Mais pour ce qui a été franchi comme étape, dans le fond, dans l'énoncé d'intention, ce qui a été présenté, c'est en lien avec les consultations publiques qui avaient été faites. Il y avait trois grands, si on veut, orientations qui étaient ressorties. Préserver le paysage, l'accessibilité au logement et éviter l'altération des milieux forestiers. Donc ça, c'est ce qui avait ressorti dans ça. Alors, puis à partir de ça, bien, la réflexion au sein du Conseil des maires, ça a été de réfléchir. Aussi, les recommandations qui avaient été faites en lien avec le schéma, la consultation publique. Oui. Il y a un rapport qui avait été émis par la firme Arpan. Donc, on a pris ça et là, on a, première chose, c'est qu'en zone forestière, petite propriété privée, en affectation forestière, petite propriété privée, ce qui vient être changé, c'est que dans le fond, pour tout l'hébergement commercial, on limite à 12 maximum. 12 unités. 12 unités, exactement, le nombre d'hébergements commerciaux possible. Dans un premier temps, un promoteur peut arriver et peut en construire 4. Sans demander, officiellement, là, sans passer par un processus de PPC- qu'on exige. Il peut construire 4 fois 12 unités ou 4 unités? Il peut construire 4 unités sur un lot. Sur un lot, il peut construire 4 unités d'hébergement commercial. Il rencontre sa municipalité, il reçoit son permis. Exactement. OK. Au-delà de ça, au niveau du schéma, ce qu'on veut inscrire, c'est 12 unités maximum. Donc, au-delà de ça, le promoteur doit présenter à la municipalité son projet. Donc, avec en quoi consiste son projet. Il veut 12 unités, parfait, comment ça va être disposé. Donc, avec un plan, projet et tout ce qui vient avec ça pour vraiment appuyer les décisions sur du concret. Alors, si on veut aller plus haut et qu'on désire obtenir une dérogation pour avoir 16 unités peut-être sur un développement, ça sera quoi la procédure? Bien, présentement, c'est sûr que ce qui va être inscrit au schéma, notre énoncé d'intention dit que c'est 12 maximum. Donc, ça va être maximum 12. Si ça devient, si c'est inscrit au schéma, ça va être la réalité. C'est la réalité. Donc, il n'y aura pas moyen d'aller plus haut que ça. Ça va être la balise maximale qui va être permise. Puis à cela, bien, vient aussi d'autres contraintes. Donc, les unités d'hébergement doivent se situer à 100 mètres de tout chemin, de toute route. D'accord. Puis ensuite, il y a l'impossibilité aussi de construire une nouvelle route ou de prolonger une route, un chemin qui est déjà sur un lot forestier, dans le fond. Là. Donc, vous avez décidé de protéger ainsi vos zones forestières. C'est quoi les échos que vous avez eus? Parce que vous avez consulté, puis il y a des gens, puis il y a des promoteurs, puis il y a des gens aussi qui veulent développer. C'est quoi les échos que vous avez jusqu'à présent là-dessus, sur votre proposition qui fera l'objet de consultation? Oui, bien, c'est ça. Bien, là, présentement, moi, personnellement, je n'ai pas eu d'écho officiellement. C'est sûr qu'au niveau de la table des maires, il fallait arriver à un consensus. Il y a eu des discussions. Ça ne fait pas l'unanimité, parce qu'on a des réalités différentes dans les municipalités, mais il y a quand même eu, il fallait se positionner. Puis on s'est positionné en fonction de ce qui était déjà existant. On a pris les projets qui étaient déjà existants, par exemple, Repère Boréal, et d'autres, les hauts refuges. Bon, on a pris vous aviez des exemples d'aménagement. Puis à un moment donné, il fallait faut tracer une ligne. Donc là, l'énoncé d'intention amène à 12. Après ça, tout là vient avec le processus d'acceptation du projet de règlement. C'est pour ça qu'il y a une autre consultation. C'est là qu'on va vraiment avoir les échos de la population. Est-ce que ça correspond à ce qu'on voulait? Est-ce qu'il y en a peut-être qui vont nous dire, nous autres, on aurait limité ça à 6. Il y en a d'autres qui nous diront, nous autres, on voudrait 20. Fait que là, ça sera après ça à la réflexion du Conseil de modifier ou non le projet de règlement. Est-ce que le projet qui a été déposé a fait l'unanimité auprès des maires de la MRC?
Ben non, comme je le nommais, là, il y a eu il y a eu de la discussion. Ça a été, on l'a vu, là, je pense donc, que on peut s'attendre. M. Bouchard-Rivière a fait une sortie là, pour signifier que lui... Mais il trouvait ça un peu bas. Il trouvait ça tout à fait bas. Puis comme je disais, ça dépend de la réalité de chaque municipalité puis la vision qu'on a. Mais on a, pour l'instant, c'est ça. Puis le processus suit son cours. Donc, ce sera aux citoyens de venir justement... Ou aux promoteurs de venir appuyer ou soumettre des changements. À suivre. Oui. D'autres consultations ont eu lieu. C'est celle du Bureau d'audience publique sur l'environnement au sujet du projet éolien des Neiges dans Charlevoix. On répondait aux questions des citoyens lors des premières consultations. À partir de mi-février, on va recevoir des mémoires. Est-ce que la MRC va déposer un mémoire? La MRC, pour l'instant, on n'a pas... entrepris de démarche de déposer un mémoire. Il y en avait eu un, je pense, lors des dernières consultations qu'il y avait eu, là, le dernier projet qu'il y avait eu. Là, pour l'instant, on n'a pas de mémoire là, qui est en cours de réalisation là, pour la MRC. Notre réflexion est quand même... Êtes-vous pour ou contre le projet? Bien, c'est certain que dans les démarches actuelles, la MRC... Le rôle de la MRC, c'est de regarder, jusqu'à maintenant, on appuie le projet nécessairement parce qu'il y a eu des modifications au niveau pour la Baie-Saint-Paul, le PIA, tout ça. Bon, il y a des discussions. C'est sûr qu'on appuie le projet. Nous, au niveau de la MRC, on doit regarder l'ensemble. Au niveau du BAP, mais c'est pour ça que le BAP est intéressant aussi parce que ça amène d'autres nuances. Mais nous, au niveau de la MRC, notre position, c'est qu'on doit regarder ça dans un ensemble. Oui, il y a le volet économique, il y a le volet, justement, environnemental. On regarde, nous autres, on doit regarder tout ça, puis avec la lecture qu'on a au moment où le projet est présenté. Mais est-ce qu'on sait maintenant combien va rapporter le projet à la MRC? Parce qu'il me semble qu'il y a un peu comme un éléphant dans la pièce dans ce dossier-là. C'est à savoir qu'il y a beaucoup d'argent en jeu. On parle de la faune, c'est important, là, puis on parle de la faune, de la flore, bien sûr, mais est-ce qu'on parle de l'argent? Donc, combien ça va rapporter, ça, à la MRC? Est-ce qu'on le sait à ce moment-ci? Ouais. Bien, nous, au niveau de la fonds éolien, probablement. Il y a un fonds qui s'appelle comme ça. Pour le présent projet, nous, au niveau de la MRC, là, à la base, on n'aura pas de retour de ce projet-là, là, parce que c'est Baie-Saint-Paul qui retire les bénéfices financièrement de ça. Les possibilités pour la MRC, puis là, toutes les ententes ne sont pas signées encore, ce qui est tout à fait normal parce que le projet n'est pas encore conclu. Ce serait un peu bizarre que les ententes soient signées puis que tout soit déjà canné. Donc, on négocie présentement? Présentement, il y a des négociations, toujours à ce niveau-là, mais qui sont interdépendantes du BAP aussi et de l'acceptation du ministre aussi dans tout ça, là. Mais au niveau de la MRC, les possibilités financièrement, c'est des possibilités d'investissement, comme il y avait eu lieu au niveau du parc éolien, là. Donc, vous pourriez investir comme partenaire du projet de développement éolien? Oui. C'est des possibilités pour la MRC. Puis, dans ce cadre-là aussi... Pensez-vous aller de l'avant avec ça? Bien, c'est quelque chose qu'on va regarder. Puis, c'est possible pour la MRC et pour les autres municipalités, ce qui n'était pas possible dans le cas de la Rivière-du-Moulin, dans le cadre du projet Rivière-du-Moulin. Donc, c'est sûr que c'est un aspect que la MRC doit prendre en considération. Les municipalités aussi. Les enjeux sont là. Comme je vous dis, on regarde dans l'ensemble. Les enjeux municipaux sont toujours à comment on fait pour diversifier nos revenus. Si c'est une possibilité d'amener de la diversification de revenus pour les municipalités, bien, c'est quelque chose à explorer. Mais là, présentement, il est beaucoup trop tôt pour dire on embarque ou on n'embarque pas parce qu'on ne connaît pas les termes. Il y aura, c'est assez particulier parce qu'on discute de la faune, on discute de la flore. Puis quand on vient le temps de parler d'argent, là, on ne peut pas en parler. Vous êtes un organisme public. Hydro-Québec, qui est là, est une société d'État. Vous agissez sur des terres du bien commun. J'exclus les terres du séminaire qui appartiennent quand même à une entité privée. Puis quand on parle d'argent, il n'y a pas de chiffre. Est-ce que vous ne trouvez pas ça un peu particulier? Bien, on dirait qu'il y a comme un éléphant dans la pièce, puis là, on ne parle pas d'argent, on va parler d'autres choses. Bien, il y a quand même des chiffres qui ont sorti, là, je pense, là, pour oui, mais ça a une influence sur votre degré d'acceptation du projet, l'argent quand même. On ne peut pas nier ça non plus, mais comme je dis, au niveau de la MRC, on va voir ça dans son ensemble. C'est sûr que si on regardait juste le point environnement, sans tenir le volet économique, mais nous dans notre mission, au niveau de la MRC, on doit... C'est notre rôle un peu de pivot dans toute la région, justement, de voir les projets qui sont présentés, les retombées pour la communauté aussi, parce que c'est ça aussi, là, pour la MRC.
Oui, il y a le volet économique qui peut venir, je suis d'accord avec vous, qui peut venir biaiser. Bien, qu'on ne connaît pas, honnêtement. Qu'on ne connaît pas encore. On ne sait pas ce que ça rapporte. L'implication de la MRC, on ne la connaît pas encore. Des municipalités non plus. Mais on nous demande de nous positionner sur le projet. On nous demande de nous positionner sur le projet. C'est sûr que ça devient un élément qui devient un élément de réflexion nécessairement, mais qui pour la MRC, pour les municipalités, devient aussi une possibilité de retomber dans la communauté. On ne connaît pas les chiffres, mais écoutez, on va suivre de ce côté-là. Je voudrais également vous parler de l'Office régional d'habitation, officiellement lancé. Hein, on a vu des communiqués, puis tout ça, puis les choses se placent. J'aimerais connaître le lien entre l'Office régional d'habitation et puis les fonds que vous rendez disponibles à 200 000 par municipalité pour permettre de créer du logement social. Est-ce qu'il n'aurait pas été normal que ce soit l'Office régional d'habitation qui gère ces budgets-là, ou est-ce que c'est vraiment une responsabilité des municipalités? Parce que là, vous offrez 200 000 par municipalité. Oui, c'est ça. Pour le genre de logement que gère l'Office régional d'habitation. Oui. Bien, c'est un peu dans la même perspective qu'on parlait des fonds éoliens, tout ça. Le 200 000, si on n'avait pas les projets éoliens, on ne pourrait pas le mettre à la disponibilité des municipalités de notre MRC. Ça, la première des choses. Bon, on comprend qu'il y a des revenus. On ne sait pas combien, mais ça génère. Oui, c'est ça. Mais là, on parle des 200 000 du projet Rivière-du-Moulin qui est déjà existant. Oui, qui rapporte 8 millions. Est-ce que c'est ça le montant? Là, écoute, vite de même. Là, OK, on verra pour le montant, oui. Je ne veux pas me prononcer officiellement là, parce que les chefs, je les connais. Mais c'est pas loin d'1 million par année. Redevances et dividendes, là, mais bon, à ce niveau-là. OK. Alors, donc, est-ce qu'on aurait dû confier la création d'habitations à loyer abordable à l'Office régional d'habitation plutôt que municipalité? Bien, dans le fond... Est-ce qu'on aurait pu, d'abord? Bien non, je pense pas que ça aurait été possible parce que l'OARH lui-même est limité dans ce qu'elle peut faire. T'sais, ils ont un champ d'action. C'est pas leur créneau de financer des projets... comme ça. Okay. Eux autres, c'est c'est la gestion des Eux autres, c'est la gestion, c'est les programmes, c'est s'assurer que les programmes sont... On aller chercher les bons bénéficiaires. Puis... c'est ça. C'est comme nous, dans le fond, l'action de la MRC, c'est de venir justement supporter les actions de l'ORH, supporter les actions municipales, parce que si on développe du développement du logement abordable, du logement social, bien, c'est l'ORH qui finira peut-être par faire la gestion des immeubles. Faire la gestion. Donc, on a tout intérêt à... Nous autres, on avait eu des demandes des milieux municipaux de voir s'il n'y a pas moyen de soutenir les projets, parce qu'on avait Petite-Rivière et Baie-Saint-Paul qui étaient des projets qui sont avancés, qui sont en chemin. Donc, il y avait ça. Fait que là, quand la demande nous est arrivée, on a réfléchi au niveau de la MRC. Qu'est-ce qu'on peut faire pour soutenir? Mais, tu sais, on ne voulait pas y aller à la pièce. On s'est dit, là, on va réfléchir dans son ensemble, comment on peut soutenir et être équitable envers tout le monde. Fait que la formule, ça a été 200 000 par 200 000 donc, le 200 000 doit équivaloir à un 5 du global, du budget global, ou admissible en logement social et abordable, parce que s'il n'y a pas de logement social abordable, ce n'est pas admissible. D'accord. Et ensuite, sinon 5 ou au maximum de 200 000. Donc, c'était ça la balise qu'on s'est donnée. Présentement, il y a 2 municipalités qui se sont engagées là-dessus et qui vont en profiter. Et là, je vais parler au maire de Saint-Hilarion. Est-ce que vous allez déposer un projet de votre côté pour Saint-Hilarion? Bien, c'est des choses qui sont en discussion. C'est sûr que c'est des leviers financiers intéressants, mais pour Saint-Hilarion, moi, ça fait déjà quelques années qu'on réfléchit. Nous autres, ce qu'on voit là, présentement, le besoin, c'est au niveau de nos personnes aînées, la transition, quand les personnes aînées sont prêtes à quitter leur maison, mais puis là, vous avez la municipalité. Puis vous avez la fameuse maison des aînés là, qui ouvre dans les prochaines semaines. Oui, la maison des aînés, ça, c'est le CIUS. C'est vraiment géré par mais quand même, c'est quand même un service presque de proximité pour certains de vos aînés. Ouais. Puis au niveau de la MRC, en parallèle du 200 000 du programme, c'est parce qu'on est en train de travailler aussi un plan d'action en habitation. Donc là, qui va venir attacher toute notre réflexion puis les orientations de la MRC en matière d'habitation et qui va venir comprendre le 200 000. Là, on a comme devancé le 200 000 parce que l'opportunité était là puis le besoin était là. Fait que c'est pour ça qu'il faut être à l'écoute de tout ça, mais ça va venir s'inscrire dans justement notre plan d'action en habitation sur lequel on travaille. Ça fait maintenant 3 ans que vous avez été élu. Là, on arrive avec un plan d'action en habitation. Comment vous trouvez la rapidité des changements que vous pouvez induire là-dessus? Parce qu'après 3 ans, vous arrivez avec un plan. Vous n'arrivez pas
c'est pas un reproche, mais vous n'arrivez pas avec des logements. Puis pourtant, la crise du logement est connue depuis longtemps. Comment vous trouvez, comme élu, les délais entre avoir une bonne idée ou vouloir trouver une solution à un problème, puis la mise en place de la solution? Comment vous trouvez ça, ces délais-là? Bien, c'est sûr que le constat, et moi je l'ai fait depuis que je suis arrivé dans le milieu municipal, comme maire, là, la vitesse, on a bien des projets, mais le temps qu'on réalise des choses, puis avec les moyens, est-ce qu'on a toujours les moyens de le faire? C'est sûr que c'est pas... si les gens, tu sais, souvent, les gens arrivent en politique et se disent « je vais tout changer tout de suite », mais c'est parce que quand ils arrivent et qu'ils s'aperçoivent que la machine ne roule pas aussi vite que ça, bien, c'est les enjeux qui sont présents. Puis, il faut faire avec parce qu'il y a quand même, quand on prépare un projet, même si à Saint-Hilarion, j'avais un projet d'habitation, bien là, il faut que je passe, j'aille en plan, l'architecte, après ça, monter le dossier, après ça, attendre qu'il y ait un programme qui cadre avec ce que j'ai, déposer, peut-être ultimement avoir une réponse positive. Si je ne l'ai pas, bien là, ça retarde le projet parce qu'on est toujours un peu là-dedans. Donc, c'est toujours difficile. En décembre dernier, vous avez déposé votre budget. C'est quoi les projets que vous voulez faire aboutir cette année avec le budget? D'abord, avant d'aller là, parlez-moi, est-ce qu'il y a des augmentations de taxes chez vous? À Saint-Hilarion, on n'a pas eu d'augmentation de taxes. C'est resté à 89 sous. 89 sous de 100 d'évaluation. d'évaluation. Puis, dans le fond, notre budget 2025 là, augmentait de 3,2 Donc, on est rendu à 2 600 000 globalement, notre budget de la municipalité. Et ce qui a fait que cette année, on s'est permis de ne pas augmenter les taxes, c'est parce qu'on avait eu quand même, au niveau de la valeur foncière, on avait eu des réajustements en cours. Là, il y a toujours le plan l'évaluation triennale qui est faite. Mais il y a toujours une mise à jour annuelle. Puis il y a une augmentation de la valeur foncière. Il y avait une augmentation de la valeur foncière. Donc, ça nous a permis d'aller chercher ce qui aurait peut-être le 3 de plus, 3,2 de plus. Donc, ce qui a fait que cette année, le choix du conseil municipal, ça a été de ne pas augmenter les taxes. Puis, on n'avait pas de gros projets d'infrastructure majeurs. Là, présentement, en 2025, on va réaliser des projets qui étaient déjà amorcés. Comme par exemple? Le projet signature de la MRC. Présentement, on est en train d'élaborer la planification. Nous, c'est l'axe du chemin principal à Saint-Hilarion. On a 3 zones. Donc ça va se concrétiser. Au terme de tout ça, c'est quand même au-dessus de 100 000 là, quand ça va être fait. Puis c'est des argents qui sont... Il y a une part de la municipalité, mais il y a aussi une part... Votre centre des loisirs a été renippé également. Le chalet des sports a été fait. Ça a été fait dans le passé. Donc là, présentement, on est en phase on reprend notre planification stratégique qu'on a mis en place à fin 2023-2024. Donc, puis là, on est là-dedans. Là, on est en phase de réflexion sur les prochains, ce qu'on a mis en place là-dedans, les réflexions qui avaient été amorcées, créer des comités. Puis là, bien, ça va nous mener dans le futur puis à d'autres projets. Puis notre développement résidentiel aussi est fait. Donc, nos gros projets d'infrastructure sont comme réalisés. Là, fait que là, on attend que tout ça se... Et serez-vous candidat aux prochaines élections pour poursuivre vos projets? Vous semblez avoir beaucoup de plans à long terme. Bien, c'est sûr que oui. Moi, je me présente pour les prochaines élections. Là, dans votre équipe de conseillers, ça se présente comment? Écoute, là, il faudrait leur demander à eux. C'est une bonne question. Vous devez savoir un peu quand même. Il y en a qui ont de l'intérêt, d'autres que non. Mais là, je vais les laisser se prononcer là, sur leur avenir politique. Des fois, c'est pas par manque d'intérêt, mais par manque de disponibilité aussi, parce que ça arrive avec ça aussi. Être conseiller, c'est quand même de l'implication. Moi, dans la formule que j'ai mis en place à Saint-Hilarion, on se rencontre tous les lundis. C'est quand même, ce ne serait pas nécessaire, ce ne serait même pas obligé selon la loi. Là. On pourrait se rencontrer seulement le jour de l'Assemblée. Vous faites un suivi à chaque semaine. Mais, écoute, moi, depuis que je suis arrivé à la mairie à Saint-Hilarion, j'ai mis ça en place avec l'ancien conseil municipal. Puis si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'on a travaillé ensemble. Parce que si on est là, si on ne travaille pas ensemble, si on n'est pas au courant des dossiers, c'est très difficile d'avancer des choses. Ça a été une des choses que j'ai pu mettre en place justement pour accélérer des éléments dans la municipalité, malgré le fait qu'il y a une structure un peu au niveau du fonctionnel, au niveau des programmes, tout ça, oui, qui est là. Patrick Lavoie, merci beaucoup d'être venu faire le point avec nous ce matin. Ça fait plaisir. Au cours de la fin de semaine dernière, le Bloc québécois s'est réuni à l'occasion d'un rassemblement militant au Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul. Bleu français, bleu
TVCO était présent pour entendre les revendications du Parti fédéral dans cette période d'incertitude économique qui affecte le Canada et les États-Unis d'Amérique. Mais quelle extraordinaire occasion, enfin, de développer chez nous l'expertise avec nos centres de recherche, notre entrepreneuriat. Le chef bloquiste s'est lui-même dit surpris de l'annonce du gouvernement de Donald Trump qui souhaite mettre en œuvre des tarifs douaniers de l'ordre de 25 % sur les produits canadiens qui franchiraient la frontière canado-américaine. Je m'étais trompé, j'avais dit que ça n'arriverait pas, parce que je ne pouvais pas croire qu'au-delà du discours, le président américain allait dire « Je nous amène tous dans le mur », sans mettre les freins ou tourner en cours de route. On élit des gens pour qu'ils nous fassent du bien ou parce qu'on pense qu'ils vont nous faire du bien. Je doute fortement que la décision du président américain fasse du bien aux Américains ou aux Québécois ou aux Canadiens ou à l'ensemble du monde occidental dont le commerce est fortement intégré. Les seuls gens qui sont contents aujourd'hui sont en Chine, en Russie ou en Iran ou peut-être dans une certaine mesure en Inde. C'est pas une bonne nouvelle. Nous avons peu de temps pour mesurer avec les experts qu'on rencontrera. Le Parti souverainiste se dit en faveur d'une réponse fédérale basée sur l'imposition de contre-tarifs économiques. A priori, les tarifs, ça me va. La suite aussi devra passer par... Parce qu'on comprend que l'argument du fentanyl ou des frontières, c'est le prétexte pour pouvoir invoquer la sécurité nationale, mettre des décrets qui servent essentiellement à faire mettre le genou à terre au Mexique et au Canada. Le Bloc québécois reconnaît que la communauté charlevoisienne pourrait être affectée dans certains secteurs de son économie. Les effets indirects des tarifs sont discutés. Moins les effets directs. Ça doit dépendre du tissu économique du secteur ici. Donc, c'est des rencontres où il y a des gens qui craignent pour les plus vulnérables. Ça, c'est une sensibilité qu'on avait déjà. Évidemment, les agriculteurs, eux autres voient bien que dans les demandes américaines, dans la négociation qui s'en vient, il y aura des attaques contre la gestion de l'offre. Et ça ne peut pas être une bonne nouvelle. Je rappelle que tous les partis dans le Parlement fédéral avaient voté en faveur de la gestion de l'offre, mais que les conservateurs et les libéraux se sont cachés derrière leurs sénateurs non élus pour saboter la gestion de l'offre. Il faudra y revenir vite, parce que c'est crucial. Ne pas faire ça pour les agriculteurs du Québec, c'est abandonner un énorme morceau de notre économie. Donc ça, évidemment, ça nous a été représenté hier aussi. Mais la seule protection contre ça, c'est le plus grand nombre possible de députés du Bloc québécois. L'équipe de TVCO s'est également rendue à la rencontre de citoyens de Baie-Saint-Paul pour entendre leur avis sur les relations actuelles entre le Canada et les États-Unis. Je pense qu'il y a un nom, je suis fatigué d'entendre Trump. Il faudrait oublier ça, là. Prier pour lui, parce que c'est un malade mental. Plusieurs résidents de Charlevoix estiment qu'ils apporteront des modifications dans leur comportement de consommateurs en allant au supermarché. Nouvelle mesure qu'on a entendue, le Canada se lancerait peut-être dans des tarifs avec les États-Unis. Est-ce que c'est quelque chose qui vous préoccupe dans les derniers jours? C'est sûr que ça nous préoccupe. D'ailleurs, on change notre manière d'achat depuis ce temps-là. Puis pas qu'à court terme, à long terme. C'est une décision qu'on a prise d'acheter plus Québec puis Canada. Vous regardez la provenance sur les aliments, par exemple? Oui. C'est un peu plus long au début, là, mais on apprend. C'est une question d'habitude. Est-ce que ça change quelque chose dans votre fonctionnement à l'épicerie? Bien, notre fonctionnement est toujours le même, sauf qu'on appuie sur le québécois, le canadien. Le plus pas, c'est bon, on vérifie les étiquettes et tout. Et puis c'est quoi les émotions quand vous écoutez les nouvelles, que vous ressentez quand vous voyez ce qui se passe? Ah, ben là, moi, je suis très, très déçue de ce clown-là, aux cheveux qui sont de moins en moins orange, mais quand même. Mais non, je suis pas du tout d'accord avec sa politique et tout. Mais je pense que ça va nous encourager, nous donner un coup de pouce, j'espère, pour les Québécois ici, environnant, tout ça. On achète à un moment donné, on met beaucoup plus d'emphase pour acheter canadien. Vous regardez la provenance, par exemple? Oui. Mais on l'a toujours fait quand même, à un moment donné. On a toujours, à un moment donné, quand même, à un moment donné, essayé acheter à un moment donné chez nous. Fait qu'on maintient à un moment donné notre positionnement par rapport à ça. Au contraire,
ça accentue par rapport à ce qui vient de se passer. Rappelons que le Canada a obtenu un sursis d'1 mois du gouvernement américain en ce qui concerne l'imposition de mesures tarifaires. De nouvelles mesures pourraient toutefois être annoncées au début du mois de mars 2025. À chaque semaine, le TVCO accueille des élus, qu'ils soient maires, préfets ou députés, pour faire le tour sur les dossiers qui les concernent. Cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir Emmanuel Deschênes, le maire des Éboulements. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Ça fait plaisir. Tout d'abord, revenons un petit peu au mois de décembre. Vous avez déposé votre budget. Parlez-moi un peu du budget des Éboulements cette année. Ce que l'on sait, nous, en tout cas, une hausse de 500 000 plus 13 de dépenses cette année, ou en tout cas un budget qui augmente de 500 000 cette année. C'est dû à quoi? Les augmentations sont dues à la conjoncture d'un dépôt, je ne disais pas d'un dépôt, mais qui fait en sorte que le Conseil, avant, il avait demandé il avait comme fait des dépenses qui étaient comme sur le triennal. Fait que là, oui, c'est la complétation de ces dépenses-là. Après ça, on a investi dans avec un règlement d'emprunt là, dans les pompiers pour s'assurer là, que quand le nouveau schéma de couverture de risque va arriver, qu'on soit prêt à faire face à toutes les éventualités. Vous attendez des dépenses supplémentaires. On attend des dépenses supplémentaires, exactement. Après ça, écoutez, les dépenses récurrentes là, qui fait que l'inflation fait qu'il faut en sorte que le budget augmente. Mais justement, là-dessus, là, on constate aux éboulements 2 sous de plus pour le 100 $ d'évaluation. C'est la hausse de taxe là, qui a été annoncée. C'est plus bas que l'inflation. Est-ce que vous n'êtes pas en train de perdre un pouvoir d'achat à la municipalité? Non. Vous n'êtes pas en train de prendre des fonds qui étaient réservés pour essayer de balancer? Non. Il y a des rentrées d'argent qui sont arrivées de plus avec la taxe de mutation, parce qu'il y a eu beaucoup de transactions immobilières. D'accord. Après ça, on a... comment je pourrais dire ça? On s'est assuré là, que toutes les dépenses qui se doivent d'être faites soient faites. Exemple, on a fait de l'immobilisation au niveau des travaux publics. On rajoute de l'équipement là, qui est quand même assez dispendieux. Après ça, il y a l'inflation des salaires aussi. Après ça, on a des bornes là, qui s'en viennent. On a de l'investissement au niveau des bornes. On a de l'investissement au niveau de la sécurité routière. On a de l'investissement à faire aussi au niveau sécurité routière. Après ça, là, vous nous prenez de cours de mémoire. Après ça, pour les films aussi, pour signature, puis pour aussi ce qui s'en vient au niveau de la Maison des jeunes aussi. Là, on a des devis à aller chercher. Il faut savoir sur quoi qu'on s'enligne. Fait que c'est pour ça là, qu'il fait en sorte que le budget augmente. Mais vous me dites que la marge de manœuvre de la municipalité est toujours là. On n'est pas en train de manger de l'argent qu'on avait mis de côté pour payer des choses qui arrivent cette année. Là. Non, bien plus que ça, on investit avec des emprunts, puis notre taux d'endettement baisse après l'exercice parce que notre valeur foncière a augmenté. OK. Fait que ça fait en sorte qu'on on est extrêmement bas au niveau de la valeur. On est haut au niveau de la valeur foncière. Oui. On a monté quasiment 100 millions là, de valeur imposable. Et, ça, c'est le nouveau plan, le nouveau rôle triennal d'évaluation. Exactement, là, avec les ajouts qui se font toutes les années. Oui, c'est ça. Fait qu'on est à 100 millions de plus dans la dernière année. Puis après ça, ce qui fait en sorte que notre ratio de dette part de, je crois, c'est de 1,29... 1,29, je pense qu'on tombe à 1,09. Malgré l'augmentation du taux de dette, mais qui fait en sorte que la valeur foncière vient comme compenser tout ça. Vient compenser le tout. Parlons un peu des investissements. Là. Vous m'avez parlé de sécurité incendie. C'est un peu délicat parce que vous êtes prêt à réinvestir en sécurité incendie, mais vous attendez le nouveau rapport de la MRC pour savoir comment les services pourraient être fusionnés ou pas. Est-ce que je me trompe? Au niveau de la MRC, le rapport n'a pas été encore déposé. Il n'est pas encore rendu public. On n'a pas pris connaissance encore. C'est dans les prochaines étapes là, au niveau du Conseil des maires. Vous savez, avec les coûts qui augmentent, on sait qu'on s'en va vers peut-être, je dirais pas un regroupement, mais certainement des services partagés. Là, on s'en va là. La
comment est-ce que le système d'incendie va se décréter dans le futur? Ouais. J'ai aucune idée présentement. Mais vous avez mis de l'argent de côté pour ça. On a mis de l'argent de côté parce que, veut pas, aux éboulements, il y a des recommandations qui vont sortir de ce rapport-là, parce qu'il n'y a pas un système d'incendie qui est parfait, autant aux éboulements, l'île aux Coudres, Saint-Hilarion, Petite-Rivière, Baie-Saint-Paul, puis Saint-Urbain. Puis ça fait en sorte que nous, on prévoit le coût. Fait qu'on a réservé un règlement d'emploi parapluie de 700 000 pour prévoir aux investissements futurs qu'il va y avoir sur le système incendie. Fait que, dans le fond, ces sommes-là sont réservées pour le système incendie. On a évalué, grosso modo, pour les 4 prochaines années, des investissements de 700 000. Fait qu'on a fait le règlement le parapluie de 700 000 pour les prochains investissements pompiers. Moi, j'aimerais vous entendre là-dessus parce que c'est beaucoup d'argent, 700 000 pour un service là, dans une municipalité. Vous avez d'autres choses qui s'en viennent, la gestion des eaux usées, les réseaux d'aqueducs et d'égouts, les coûts augmentent partout. C'est quoi votre opinion quant à la possibilité que de plus en plus de services soient regroupés ou que les professionnels soient partagés? Vous n'avez peut-être pas besoin de 2 ingénieurs au service, par exemple, au service de la récupération de l'eau ou le service du traitement des eaux. Comment vous voyez ça dans l'avenir? Parce que vos coûts vont continuer d'augmenter, là. Écoutez, moi, là, au niveau des éboulements, là, je vous dirais là, que présentement, le personnel qu'il y a en place, là, c'est tout du personnel qui sont compétents, puis c'est tout du personnel qui travaille 40 heures semaine, autant dans le sphère d'activité. Exemple, celui qui s'occupe de l'eau potable, celui qui s'occupe des égouts. Là, Il ne pourrait pas avoir du temps pour une autre municipalité. Je vois pas comment est-ce que ces gens-là pourraient être passés à d'autres municipalités, parce que quand va venir le temps de renouveler vos équipements, ça coûte des millions et des millions de dollars. Écoutez, rendu là, je crois que nos équipements sont quand même assez... pas extra récents, mais quand même assez récents dans le temps, qui ont encore quand même une durée de vie quand même assez loin. Combiné avec l'entretien préventif qui se fait toutes les années, je crois que le réseau d'eau et d'égout est quand même assez solide pour les prochaines années. Toute l'immobilisation est finie de payer. La seule affaire qui nous reste à payer, c'est les frais d'entretien et puis les frais d'opération à l'année. Fait que puis il n'y a pas rien qui nous indique, il n'y a aucune lumière rouge là, sur notre réseau. Là, que vous ne serez pas capable de faire face aux besoins futurs avec ce que vous avez sans aller vers les autres municipalités et essayer de partager des choses. Pour nous autres, présentement, on est autonome là-dedans. Nos systèmes, tout est correct. Fait que non, je vois pas. Puis je vois pas comment est-ce qu'on pourrait passer ces gens-là d'autres municipalités. Je vois pas comment. C'est quasiment impossible. Dans le même budget, là, il était prévu de l'argent pour rénover la Maison des Jeunes. Est-ce qu'on est encore toujours sur ce projet-là? Et puis, comment les choses se développent de ce côté-là? Présentement, il y a des rencontres prochaines qui s'en viennent au niveau de ce dossier-là. Il y a une firme qui va être réservée, annoncée prochainement pour venir nous faire des devis, des propositions avec les réflexions que les membres du conseil ont. Est-ce qu'on s'en tient à la Maison des Jeunes? Oui. Oh oui, c'est au niveau de ce bâtiment-là. Il y a vraiment... Mais pour la Maison des Jeunes ou pour d'autres besoins? Bien, pour tout. C'est pour tous les besoins futurs de la communauté des éboulements. Ça va devenir une place centrale pour les prochaines années. Fait que ce prochain bâtiment-là qui va être installé là, en annexe avec présentement le bâtiment qui est là, c'est un bâtiment qui va être pensé pour les 40-50 prochaines années. Donc, pas seulement pour la Maison des Jeunes. Ça sera un gros chantier chez vous? Ça sera un gros chantier pour plusieurs organismes, plusieurs choses dans le futur qui pourraient venir là. Une salle commune. Une salle communautaire. Je le répète, là, on a un bâtiment à Saint-Hilarion qui ont fait, les gens de Saint-Hilarion, ça fait plusieurs fois que je le dis, là, je suis jaloux de ce bâtiment-là. Fait que c'est le modèle. C'est le modèle. Ben, je ne dis pas que ça va être un modèle pareil, là, mais je veux dire, c'est un modèle qui prend tout son sens, là, qui est vraiment multifonction. Fait que c'est vraiment ce qu'on vise, là, vraiment un bâtiment multifonction. On apprenait tout récemment là, que la coopérative de câbleau-distribution des éboulements avait voté là, pour son abolition, avait voté pour dissoudre la compagnie. C'est quoi la situation là, de l'accès à l'Internet puis du câbleau aux éboulements? Parce que là, ils ont décidé qu'ils se retiraient. C'était une coopérative qui assurait le service. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que comme vu que je suis abonné de la coop, fait que moi j'ai reçu une feuille qui expliquait l'historique de la coop et le futur qui s'en venait de la coop. Il y a eu une rencontre qui s'est faite lundi dernier. Et suite à cette rencontre-là, les acteurs de la coop ont décidé ils sont en train de peaufiner un plan de match.
Puis moi, j'ai pas assisté à cette rencontre-là. Fait que je peux pas me prononcer sur ce qui s'est dit à cette rencontre-là. Fait que moi, parce que vu qu'on était en caucus ce soir-là, fait que ça fait en sorte que je vais laisser les gens en place divulguer le plan de match. Parce qu'on ne sait pas encore qu'est-ce qui va arriver avec les services de câbleau chez vous. Parce que moi, j'ai pas eu de vin là, de ce que c'est qui se passe. La seule affaire que je peux dire, c'est que je m'en tiens à la feuille qu'on a eue. C'est qu'ils sont en remue-ménage pour faire face à la concurrence. Puis il y a différentes façons qui vont se faire. Puis c'est de ce côté-là qu'ils vont y aller. L'autre question qui est un peu dans le même domaine, là, qu'est-ce qui arrive avec la qualité des ondes cellulaires chez vous? On a toujours l'impression, quand on arrive aux éboulements, qu'on tombe dans un trou noir, là, ou que la ligne nous coupe. Qu'est-ce qui arrive? Je ne sais pas ce qui arrive. Fait que, on va essayer de savoir ce qui arrive. Parce que c'est pas drôle, là. Ben non, c'est pas drôle, ben non. Là, on est rendu dans le service essentiel, là, quand on parle de ça. Ben, je sais pas, tu sais, toutes nos vies sont rendues là-dessus. Il n'y a plus de ligne filaire. S'il y a des urgences, puis on ne peut plus rejoindre personne. Ben exactement, tu sais, je veux dire... Là, t'es rendu, là, que tu vois les lanternes qui flashent à côté de toi, puis t'as rien qu'une barre de cellulaire, là, puis que t'es dans les maisons chez vous tout le long de la 362, puis dans le périmètre urbain, là. Puis qu'il faut que tu tosses ton téléphone, disons, à gauche ou à droite pour pas que ça parte dans un Qu'est-ce qu'un maire ou une municipalité peut faire dans ces dossiers-là? Qu'est-ce qu'un maire peut faire là-dedans? Oui, une municipalité, on va dire... Mettons pas tout ça sur vos épaules, là, mais quand même, qu'est-ce qu'on peut faire? Je sais pas ce qu'on va faire. On va se pogner, comme Astérix, c'est pogné dans les 12 travaux d'Astérix. On va rentrer par la porte d'en avant, là. OK. Puis après ça, on va subir ce qui va arriver devant nous. Je sais pas. On va commencer par essayer de parler à des gens qui peut-être qui ont le contrôle sur les pitons pour augmenter la fréquence. On va vérifier s'il n'y a pas moyen, parce que là, tu prends comme chez nous aux éboulements, là, il y a un secteur qui n'est pas desservi, c'est le secteur du Rang-Sainte-Marie, entre Saint-Hilarion et les éboulements. On va s'organiser là, pour que ce secteur-là aussi soit desservi. C'est là que nos lignes coupent, là, quand on... Ben oui, exactement. Oui, exactement. Fait qu'on va essayer de desservir ces gens-là aussi, puis on va essayer de voir tout. On va donner du temps au temps, parce que je sais que ça va être laborieux, mais quand on y croit... Vous allez être persévérant là-dessus? Bien, j'espère. Il faut être persévérant parce qu'il faut que ça se règle. C'est pas rien que pour moi, là. C'est pour tout le monde, là. Tu sais, je veux dire, maintenant, là. Avant, là, t'avais pas de lanterne avant, puis le signal rentrait mieux, puis là, t'as 2 lanternes, puis le signal rentre mal, là. Tu sais, maintenant, là, il faut savoir ce qui se passe là-dedans. Parmi les autres choses, là, des affaires qui se passent mal, vous avez fait une sortie contre les services de la Sûreté du Québec. De plus en plus cher, de moins en moins de services, là. C'est presque mot pour mot vos propos. Puis vous avez invité le ministre Bonnardel de la Sécurité publique à venir faire un tour. Avez-vous eu des réponses? Pas eu de réponse encore. Mais un mot du ministre Bonnardel? Pas un mot du ministre, mais la SQ, vous as-tu répondu? Oui, la SQ est venue voir, mais la SQ est dans un carcan, là, je dirais. Les dirigeants du site à Baie-Saint-Paul, là, ils n'ont pas de contrôle là-dessus. Moi, ma sortie pour avoir le ministre Bonnardel, c'est pas compliqué, là. Il y a des citoyens qui viennent nous poser des questions en assemblée publique. Je suis pas capable de donner des réponses. Fait qu'on va demander aux gens qui sont capables de donner des réponses de venir expliquer. Comme par exemple, à quoi vous ne pouvez pas donner de réponse? Bien, il y a le système de péréquation de la SQ fait en sorte que c'est basé sur la valeur foncière, plus un autre calcul savant que je ne peux pas expliquer là, parce qu'on va manquer de temps, là. Ce qui fait en sorte qu'au Québec, dans la prochaine année, il y a 500 millions de plus qui s'en va dans les coffres de la SQ. 500 millions, c'est pas rien. Un demi-milliard. Puis on n'a pas plus de services. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas plus de policiers à Saint-Paul, il n'y a pas plus de radars qui se fait, il n'y a pas plus... On les voit pas plus qu'aux éboulements qu'ailleurs non plus, là. Fait que nous, on veut savoir l'argent va où, puis on veut savoir pourquoi que s'il n'y aurait pas moyen de réformer ce système-là. Puis, tu sais, le ministre Bonnardel, là, on y a envoyé une communication officielle, pas eu de réponse encore. Là, on a envoyé une autre communication officielle par personne interposée. Avec les médias, votre sortie? Avec les médias aussi, puis avec des gens au gouvernement aussi pour essayer de venir l'avoir, pour qu'ils viennent. Avez-vous parlé à votre député? Oui, on a parlé au député. Ben oui, exactement. Puis après ça, tu sais, le ministre Bonnardel, là, c'est pas loin des éboulements, là. Quand il siège à Québec, là, c'est 1h15 de la Ville de Québec. Le problème, c'est pas la distance. Le problème, c'est la réponse qu'il devrait vous donner s'il vient faire un tour. Bien, il va falloir qu'il donne une réponse. Au moins, un accusé réceptionne notre lettre. Puis tant qu'on n'aura pas, on va le dénoncer. On va dire, puis on va l'attendre.
Tout aussi simple que ça. Il reste un an avant les prochaines élections provinciales. Il reste un an avant les prochaines élections. Fait que j'ai grand espoir de le voir. C'est pas à cause que je suis le maire d'une municipalité de 1300 personnes qui n'a pas le droit de venir nous voir. Je veux dire, c'est le maire de la sécurité civile pour toutes les gens. Vous allez nous faire savoir si jamais le ministre Bonnardel C'est sûr et débarque? certain que s'il vient faire un tour, il y aura des caméras. On s'en va aussi vers un carnaval chez vous dans les prochaines semaines, dans les prochains jours même. Oui. Parlez-moi un peu du carnaval. Le carnaval, ils ont une petite programmation qui est quand même correcte, là, avec des... Voilà, hein? Avec, du 6 au 23. Du 6 au 23, avec un souper pour des célibataires. Après ça, on a un souper canadien avec une soirée dansante country. Après ça, il y a la visite du bonhomme carnaval, etc., etc. Fait que c'est quand même une belle petite programmation sobre, mais quand même correcte là, pour les gens des Éboulements. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont pouvoir Puis après ça, il y aura le méga-drag aussi qui s'en vient. Après ça, il y a le méga-drag qui s'en vient. Au mois de mars, au mois de mars, via le comité événementiel. Fait que, non, il y a beaucoup d'activités qui s'en viennent pour finir l'hiver. On arrive au cœur de l'hiver. Fait que... Moi, janvier a passé vite. Je pense que le mois de février va passer assez vite, puis le début mars aussi. Oui, puis le mois de novembre va arriver vite. Là. Qu'est-ce qui arrive aux prochaines élections? Avez-vous enligné votre équipe? Avez-vous confirmé? Non, j'ai rien confirmé encore. Rien confirmé. Non. Ça va arriver vite, novembre aussi? Oui, ça va arriver vite. On va confirmer ça là, dans les prochaines semaines. Là, ça va être une convocation officielle. Pensez-vous que vous allez avoir de la misère à combler toutes les postes chez vous? Écoutez... 6 conseillers chez vous. 6 conseillers. 6 conseillers pour 1300 personnes? 6 conseillers, 1300 personnes. C'est pas un peu beaucoup? Non, c'est pas beaucoup. Non, c'est bien correct. Il n'y a jamais eu de problème de combler les postes de conseillers antérieurement aux éboulements. On ne s'est pas prévalu de la nouvelle loi gouvernement au 31 décembre. Pour réduire le nombre de... Non, puis il n'y a jamais eu de volonté non plus, autant du maire que du conseil municipal pour diminuer le nombre de conseillers. Diminuer. Je pense qu'on a une municipalité qui est quand même dynamique, qui est quand même attrayante. Il y a beaucoup de gens qui veulent s'impliquer. Fait que j'ai aucune... je pense pas qu'on ait de misère à combler les 6 postes aux prochaines élections. Bien, il n'y a aucune raison que les 6 postes ne soient pas comblés. Alors, vous allez faire durer le faux suspense jusqu'à quand? Je vais convoquer d'ici le mois de mars, là, on va convoquer ça parce que je veux pas annoncer ça à un média particulier puisque j'aime tous les médias dans Charlevoix. Vous avez toute une belle couverture, fait que ça sera annoncé à part égale à tout le monde. Fait que tout le monde aura la nouvelle en même temps, pourra diffuser dans son diffuseur à bon escient. Monsieur le maire, on sera là et merci beaucoup pour cet entretien. Merci beaucoup, ça fait plaisir. « 13 000 employés des centres de la petite enfance du Québec ont tenu une seconde journée de grève ce jeudi 6 février 2025, alors que les avancées issues des négociations entre le gouvernement et le syndicat semblent minimes. L'équipe de TVCO a rencontré un groupe d'éducatrices de Baie-Saint-Paul afin d'en apprendre davantage sur leurs revendications. Présentement, on est en négociation. La convention collective est échue depuis presque 2 ans maintenant. À la fin du mois de mars, ça va faire 2 ans que la convention est échue. Bien, nous, on demande les augmentations de salaire pour être équitable aux autres services qui sont offerts dans les autres secteurs d'emploi, comme la commission scolaire. Les secteurs, il y a un écart de 6 $ de l'heure dans le bas de l'échelle. Fait qu'en partant... les éducatrices qui se forment ou qui ne sont pas intéressées à venir travailler dans les services de garde parce qu'on s'entend qu'entre choisir entre un salaire de 21 $ de l'heure ou de 27 $ de l'heure, pour le même travail, on va choisir celui peut-être un petit peu plus payant. Les éducatrices réclament également un soutien bonifié du gouvernement en ce qui concerne les problématiques jeunesse. Les demandes au niveau aussi pour les soutiens à besoins particuliers, parce que de plus en plus, les services de garde, les enfants, il y a des enfants qui ont des besoins particuliers, puis on a besoin des éducatrices pour s'en occuper. Puis aussi que, tu sais, on augmente nos charges de travail, mais on ne nous donne pas plus de temps pour combler ces charges-là. On a à produire 2 fois par année le portrait de l'enfant, puis le soumettre aux parents. Si on veut un comparatif, c'est un petit peu comme un bulletin, une évaluation qu'on porte aux enfants chez les petits. Fait que, en gros, ça ressemble à ça. Le gouvernement du Québec semblerait poursuivre les négociations avec le syndicat national, malgré une réponse jugée non satisfaisante de ce dernier.
Actuellement, je pense que ça stationne beaucoup. C'est comme un petit peu stagnant. Il n'y a pas beaucoup d'évolution. Il y a un petit peu d'évolution peut-être par rapport au salaire. Mais je pense que c'est entourant toutes les autres demandes là, que les employeurs mettent le frein, même qu'ils veulent reculer un peu là, sur les demandes qu'on a déjà présentement dans nos conventions collectives. Fait que, ils veulent prendre plus de recul qu'aller de l'avant. Sonia Lavoie rappelle que la situation des CPE dans Charlevoix est à l'image de ce qui se produit ailleurs au Québec. Actuellement, nous, au service de garde, à notre CPE, à la Goélette Enchantée, je vous dirais qu'on a une fille sur la liste de rappel. Fait que si une fille qui est malade demain, c'est OK, on va être correct encore, mais s'il y en a 2, s'il y en a 3, ça va impliquer des bris de service là, auprès des services d'affaires aux parents. Ça veut dire qu'il va y avoir des fermetures de groupe, qu'il va y avoir... Présentement, il n'y a pas eu de fermeture de groupe. On a toujours réussi à combler, à soit changer des enfants de groupe pour toujours en respectant les ratios. Par contre, pour arriver à offrir le service aux parents. Mais éventuellement... parti sur la voie qu'on est parti, ça se pourrait que dans les mois prochains, il ne faut pas qu'il y ait de gros virus qui passent actuellement. La déléguée syndicale estime que les conditions actuelles pourraient avoir des répercussions à long terme sur la relève professionnelle dans les centres de la petite enfance. Actuellement, il y a peu ou pas d'éducatrices qui se forment pour travailler dans les services de garde. Nous, à Baie-Saint-Paul, des personnes formées qui viennent déposer leur CV dans les derniers mois, on n'en a pas vu. C'est sûr que nous, on veut faire reconnaître notre travail, ça fait qu'à quelque part, qu'est-ce qu'on recherche, c'est des gens formés. Fait que c'est ça, il y a beaucoup de services qui est offert de la part du gouvernement. Ils essaient d'aller chercher des nouvelles éducatrices, mais en offrant comme la formation, l'option formation-travail. Chez nous, on n'en a pas actuellement là, qui veulent le faire. Sonia Bélanger soutient que les parents qui sont affectés par les journées de grève comprennent le contexte dans lequel les éducatrices évoluent. Je pense qu'ils sont solidaires avec nous. Ils comprennent vraiment le travail qu'on fait. Mais en même temps, oui, c'est difficile peut-être de trouver des ressources une journée. Mais comme je te disais tantôt, si on pense au bris de service qui pourrait être possible, c'est un moindre mal comparativement à peut-être que, qu'il pourrait y avoir de te faire dire à chaque jour, aujourd'hui, c'est dommage, mais peut-être que tu vas être obligé de revenir chercher ton enfant, j'ai pas de service à t'offrir parce que j'ai pas d'éducatrice. Une troisième journée de grève des CPE de la Fédération de la santé et des services sociaux est prévue pour le lundi 17 février prochain. La Corporation de la réserve de la biosphère de Charlevoix ne ménage pas les efforts pour protéger le territoire charlevoisien. Au cours de la dernière semaine, l'organisation a convié plus d'une trentaine d'acteurs du milieu pour définir une vision élargie de l'avenir de l'aménagement et de la conservation dans Charlevoix. La dernière fois, les derniers ateliers qu'on avait tenus, c'était 4 ateliers avec des acteurs sectoriels, donc de différents secteurs. On avait tourisme et loisirs, on avait communauté autochtone, environnement, on avait des gens du municipal social et des gens du secteur primaire, donc tout ce qui est exploitation là, agricole, forestière, minière éolienne, tout ça. Donc, c'est pour entendre leurs préoccupations en lien avec la conservation du territoire, ce qui se fait déjà, c'est quoi les priorités de conservation. On a rassemblé tout ça, puis là, on en vient à proposer là, des objectifs de conservation. Vous voyez, il y a des écrans à chacune de vos tables. On va travailler ensemble avec un outil qui s'appelle Miro aux tables. La région de la biosphère se dit ouverte à entendre les préoccupations régionales afin de travailler en concertation pour préserver les écosystèmes naturels.
On va venir valider les objectifs proposés avec l'ensemble des participantes. Donc, ils vont pouvoir nous dire est-ce qu'il manque des éléments majeurs, est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas du tout pris en considération, est-ce qu'il y a des acteurs ou des éléments là, à rajouter à ces objectifs-là. Et essayer de cibler aussi des experts qui vont pouvoir nous permettre d'aller plus loin dans ces objectifs-là, parce que là, c'est des objectifs très généraux, mais on veut que nos objectifs soient SMART, donc qu'ils soient, qu'il y ait un indicateur temporel, des indicateurs de réussite à aller identifier. Puis ça, on a élaboré là, la majorité des objectifs, mais on veut venir le valider avec les experts là, dans chacun des domaines. Donc, c'est ce qui va suivre. Mais l'objectif aujourd'hui, c'est d'identifier ces experts-là. L'idée derrière cette mise en commun réflexive vise à déterminer un mécanisme de suivi des aménagements qui ont cours dans les divers milieux environnementaux de la région. Donc, on en est venu à cibler 6 milieux naturels clés, donc de s'assurer que l'ensemble de nos milieux naturels est couvert par le plan de conservation. La région de la biosphère souhaite ainsi mettre en œuvre des mesures de protection pour l'estuaire et le littoral du fleuve Saint-Laurent, les milieux humides, les milieux forestiers, les milieux hydriques, les friches et les prairies agricoles, ainsi que les milieux subalpins. Ce qui nous reste à faire suite à l'atelier d'aujourd'hui, ça va être d'aller créer ces petits comités d'experts-là là, pour valider les objectifs, donc les rendre SMART. Suite à ça, nous, il restera là, à finaliser le plan, puis le lancer publiquement, là, en faire l'annonce publiquement, faire l'engagement des parties prenantes aussi, s'assurer que chaque personne porteuse d'une action va la mettre en œuvre. Puis, suite à ça, on va lancer le suivi de la mise en œuvre. Là. Mais grosso modo, là, ça va être de l'annoncer publiquement. À savoir si les citoyens pourront suivre les débouchés de ce plan de conservation, Amélie Adam indique que la région de la biosphère penchera au cours des prochains mois sur la meilleure façon de tenir la population informée. C'est sûr qu'on a plusieurs outils qu'on veut rendre disponibles à la population, d'autres projets en cours actuellement. Donc, c'est beaucoup une cartographie interactive de toutes les données, toute la priorisation des milieux naturels, tous les services écosystémiques aussi qu'on va rendre disponibles. Mais au niveau du plan d'action, du plan de conservation, là, pour le moment, j'avoue qu'on n'y a pas encore réfléchi. Là. La région de la biosphère de Charlevoix a été fondée en 1988 et est reconnue par l'UNESCO pour sa mission de sensibilisation et d'accompagnement dans la mise en place de pratiques qui allient le développement durable et la conservation de la biodiversité sur notre territoire. La région de Charlevoix est une région de nature, mais également une région de culture. Il y a un festival du 7e art qui va voir le jour. J'accueille aujourd'hui Patrice Gagnon de TVCVM, Charlevoix dans l'Est, pour venir nous en glisser quelques mots. Bonjour Patrice. Salut, merci de l'invitation. Salut à toute la belle gang de TVCO. Bien, merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis Patrice, je commencerai en te demandant en quoi ça va consister ce festival de cinéma-là? Bien, en fait, le but premier de ça, c'est vraiment d'avoir une activité avec les jeunes autour de la vidéo. C'est vraiment ça comme ma démarche, puis la démarche de l'équipe avec laquelle les gens avec lesquels je me suis entouré pour démarrer ce projet-là. En fait, je cherchais un truc pour m'amuser culturellement, puis dans un esprit de développement artistique, puis attirer les jeunes. J'avais vu à l'époque, c'était Expo Québec, qui était du côté de Québec. Là, il y avait un gros truc là, avec des manèges puis des expositions. Puis il y avait Kia qui était là puis qui faisait des photos. C'était comme du street art. Fait qu'il y avait une gang de graphistes qui faisaient de la canne sur des gros 18 roues un peu désaffectés. Les familles pouvaient se faire prendre en photo. Puis il agrandissait ça en format géant, puis il tapissait le stationnement de ce qui est rendu aujourd'hui, je pense, là, le centre Vidéotron. OK. Puis je m'étais toujours dit, Caroline, j'aimerais ça faire ça, un truc de street art, puis de graffer un peu la ville, mais là, je me disais, c'est dangereux, si on entre du graffiti dans une ville, après ça, est-ce qu'on peut avoir
des complexités là, où plusieurs artistes décident de se lâcher lousse en marge, puis off festival, puis là, graffer un peu partout. Fait qu'en tout cas, il y avait plein d'affaires qui me chicotaient, puis une expo photo également. Mais il y a déjà beaucoup de gens là, qui font de la photo puis qui font de belles expositions. Fait il y a quelqu'un qui m'a lancé l'idée, qui a dit « Ouais, mais pourquoi tu fais pas ton projet vidéo? » Puis ça fait longtemps que je parlais d'avoir un truc de court-métrage ou de cinéma ou intégrer des jeunes dans un projet. Puis j'ai fait « OK, il est peut-être temps qu'on se lance. » Fait que j'ai comme fait « Let's go ». Puis on a été supporté tout de suite parce qu'on a un organisme qui s'appelle Mérino, qui était un organisme qui était fondé à la Cité d'Art, qui faisait des expositions puis des événements. Là, avec l'ancienne église là, du côté de Cap-Alègue, là, que ma famille et moi avons possédé quelques années, puis on a fait plein de trucs culturels. Fait qu'on avait déjà un OBNL culturel qui existait, puis que là, qui était inerte depuis quelques années. Fait que on a ressuscité cet organisme-là et on a créé Tout le monde court, à l'image de nos vies un peu aussi, là, un festival en disant « OK, on court tout, ben, on va quand même prendre le temps d'attirer les jeunes vers un projet de découverte, de création, de valorisation. » Tu sais, des fois, ce qui est le fun aussi, c'est que ça aide à prendre position sur un sujet donné, s'exprimer à travers une idée concrète, puis à la limite, redécouvrir sa région. Fait que, bref, ça, c'est un peu là, la naissance de tout ça. Puis on a été supporté par la MRC de Charlevoix-Est avec l'entente culturelle, avec l'agente Catherine Gagnon, qui a tout de suite cru au projet quand on y a présenté. Okay. Fait qu'on a déjà un petit coup de pouce avec nous, juste pour nous donner l'envie de le faire, puis les moyens de le faire. On s'entend là, que c'est des petites enveloppes, c'est des petits moyens. Mais bref, est-ce qu'il y a des paliers de gouvernement qui vous ont aidé? Est-ce que c'est une possibilité dans le futur que le Conseil des arts du Québec donne un coup de pouce, surtout pour la culture en région? Bien, tout est possible. Puis au niveau du cinéma puis des festivals, il y a quelques avenues possibles. Là, évidemment, on est à l'année 1. On a lancé ça en octobre, le projet. Novembre est passé. Décembre, on a ouvert les valves. Là, il y a eu Noël, le temps des fêtes. Là, on redébarque sur nos pieds puis on essaie d'aller chercher le maximum de jeunes. On a quelques belles réponses. Il y a des maisons des jeunes également là, qui participent avec nous parce qu'ils ont un beau bassin de jeunes à rejoindre. Là, on est du côté du centre d'études collégiales. On essaie d'aller voir les écoles secondaires. Tu sais, tout ça est un projet de fou, lancé à temps partiel un peu. Mais on veut ouvrir un chemin pour la création de courts-métrages, de cinéma, de vidéos, puis essayer d'emballer les jeunes à travers ça. Puis si la région de Charlevoix peut rayonner aussi à travers les paysages extraordinaires, on pense que ça va être un beau mariage. Tu dis les jeunes, mais ça s'adresse jusqu'aux personnes de 35 ans, là, si je ne me trompe pas? Oui, bien c'est comme le range officiel gouvernemental québécois, là, je pense le 12-35, là, qui est comme... quand tu veux des subventions en tant que jeune, disons comme ça, ben, c'est comme un range déjà établi. Mais tu sais, c'est un projet qu'on veut ouvert, c'est un projet que, tu sais, je suis pas sûr qu'on ferme la porte à des gens qui ont 38 ans ou même 42 ou même 81. On n'en a pas, là, des 81 qui se sont présentés, mais je pense pas que je fermerais la porte pour l'instant. Tu sais, on le construit, ce festival-là, puis c'est minuscule. Il y a d'extraordinaires festivals de courts-métrages et de cinéma et de création. On pense à Plein Écran à Montréal, on pense à Regard sur le cours au Saguenay, les Perséides du côté de Gaspésie, et il y en a plein, juste dans la ville de Québec, pas loin, il y en a beaucoup. Donc, moi, ce que j'ai envie de faire aussi, c'est leur parler à eux, comprendre leur fonctionnement, puis peut-être créer des maillages, des liens, s'échanger des diffusions de lauréats ou de jeunes réalisateurs ou de réalisateurs qui se sont présentés dans d'autres festivals. Bref, on pense que l'année 5 va être extraordinaire. On est en construction. L'année 1 va être sympathique et bien enrichie. Parle-moi de la thématique de cette année. Là, tout le monde court. Est-ce qu'il y a des enjeux qui sont ciblés pour monter des courts-métrages chez les jeunes? Est-ce que vous voulez vous interroger sur des enjeux propres à la région de Charlevoix? Ça peut être à l'ensemble du Québec? Oui, ben on a déjà des demandes. Il y a 2 jeunes d'ailleurs qui viennent de l'extérieur du Québec là, qui vont probablement tenter. Mais c'est sûr qu'on se concentre particulièrement dans la région de Charlevoix. Tu sais, moi, je vais aller rencontrer les maisons des jeunes. On offre des formations, là, ça c'est important de le mentionner. On donne de l'accompagnement dans ce processus-là à tous les jeunes qui vont se présenter. Les parents nous le demandent des fois. Là, fait que ça, Et un autre truc, c'est pour tout Charlevoix. Oui. Pour l'instant,
mais on aimerait des rencontres. On aimerait, exemple, qu'une journée au domaine Forget, par exemple, je donne un exemple comme ça, ou dans une salle quelconque dans Charlevoix, où on a une rencontre interculturelle de plusieurs villes, des jeunes d'Amos, des jeunes du Saguenay, des jeunes de la Gaspésie, qui viendraient ici se rencontrer avec des artistes invités qui viendraient donner des conférences. On créerait des ateliers entre les jeunes, il y aurait des échanges. Et là, je trouve qu'il y a une belle ouverture sur la province, puis sur la diversité et culturelle et humaine là, à travers tout ça. Là, bref, là, des gros titres puis des gros mots, mais tout ça pour dire qu'on veut créer des rencontres. Fait qu'on va vraiment ouvrir ça pour que tout Charlevoix soit représenté, mais potentiellement aussi le Québec. Fait tout le monde cause parce que ça fitait tellement avec nos réalités. Je dois mentionner là, Caroline Pedneau, Caro Coco, une belle artiste de l'île aux Coudes, pour ceux et celles qui la connaissent, là, qui fait beaucoup d'illustrations dans la région. Vous pouvez aller voir ses trucs, là, c'est magnifique ce qu'elle fait. Ça implique, c'est la présidente de l'organisme. Elle a cru aussi beaucoup au projet quand je lui ai soumis pour qu'elle fasse partie de l'aventure. Et il y a Vincent Grégoire, qui vous avez connu à TVCO anciennement, et également dans la région, qui est au festif, dans plein de trucs, puis là, qui est du côté de Van Life, je pense. Donc, Vincent est à Montréal parce qu'il va probablement bientôt représenter là, la délégation qui viendrait d'ailleurs au Québec. Là. Fait que, lui va peut-être gérer les jeunes de l'extérieur, s'il y en a quelques-uns. Simon Bellé aussi, qui est un gars qu'on connaît dans la région, qui s'implique, qui est du côté de la Marée, à Baie-Saint-Paul également, mais qui s'implique beaucoup au niveau des maisons des jeunes, qui va essayer aussi d'être notre représentant pour la connexion jeunesse, là, pour s'assurer là, qu'il y a un beau maillage dans l'ensemble des organisations. Puis moi, ben, j'essaie de gérer la coordination de tout ça pour que ça ait lieu, qu'on ait un beau moment là, de création avec les jeunes. En terminant, Patrice, les jeunes ont jusqu'à quelle date pour soumettre leur candidature, leur petit projet? 28 février pour les inscriptions. Donc, il vous reste encore 2-3 semaines là, pour vous inscrire. Puis sinon, les présentations devraient être... Tu sais, au mois d'avril, là, on va laisser tomber la date de dépôt très bientôt. Là, on cherche l'endroit exact parce qu'on a plein de projets. Là, on aimerait ça diffuser dans plusieurs endroits. Endroits un peu plus... Pour rassembler la population. Oui, puis un peu moins conventionnel. Tu sais, exemple, peut-être pas cette année, là, mais on aimerait ça trouver un lieu désaffecté en pleine forêt, mettre un écran dans la forêt, puis là, projeter les jeunes avec un beau rassemblement dans une grange désaffectée. Là, on y va plus doucement. Mais tu sais, vous voyez que c'est un projet qui va grandir. Fait que la date de tombée de la création, de la présentation des films, ça pourrait être plus au mois d'avril. Puis là, on cherche, est-ce que ça va être au mois d'avril, la présentation finale, ou on s'avance jusqu'en mai? Mais on aimerait ça pas se rendre dans la période des examens où il y a beaucoup d'activités, balles de finissant, puis tout ça. Donc, on aimerait ça terminer ça juste avant. Au printemps. Bien, on va suivre ça de près. C'est un beau projet, puis on vous souhaite bonne chance dans cette nouvelle aventure. Merci, Patrice, d'avoir accepté l'invitation ce matin. Merci à vous autres. C'est un grand plaisir de parler de ce projet-là. Merci. L'Auberge des Balcons de Baie-Saint-Paul poursuit son développement en organisant une seconde campagne de sociofinancement par obligation communautaire. L'équipe de TVCO a rencontré son directeur général afin d'en apprendre davantage sur ce modèle d'affaires alternatif. En fait, ça remonte à 2019. On avait émis des obligations communautaires. À l'époque, en 2019, c'était un nouveau système de financement au Québec. On était, je pense, les deuxièmes au Québec à utiliser ce mode de financement-là pour les OBNL. Puis à l'époque, c'était en 2019, ça faisait environ 1 an et demi qu'on était ouvert. C'était pour comme une nouvelle lancée de financement pour développer, mieux équiper les chambres, puis comme un petit push là, pour développer notre offre d'hébergement. Puis là, c'était des obligations qui étaient sur 5 ans. Donc, en 2024, on était à la fin de ces obligations-là. OK. Fait qu'on a décidé de relancer une nouvelle vague de ça parce que ça tombait en même temps de nouveaux développements ici, là, avec le déménagement de l'auberge dans le bloc 1 de Maison-Mère, puis l'ouverture de notre bistrot. Fait qu'on avait besoin de nouveaux financements, encore une fois. Fait qu'on a relancé une nouvelle phase de ça. Là, cette fois-ci, c'est sur 1, 3 ou 5 ans. Donc, les investisseurs ont le choix entre trois durées. Les paramètres d'investissement établis par l'OBNL sont structurés et permettent un rendement qui est connu.
En fait, une obligation égale 1 000 $. Fait que c'est c'est un investissement que les gens peuvent faire ou des entreprises peuvent faire dans notre OBNL. Donc, une obligation égale 1 000 $, fait que c'est par tranche de 1 000 $. Là, on en a émis, on avait un objectif total de 155 000, donc 155 obligations. Puis, donc, les gens en achètent une certaine quantité selon ce qu'ils veulent, choisissent 1, 3 ou 5 ans. Puis, en échange, nous, on donne un taux d'intérêt qui est variable, 5, 5,5 ou 6 % selon la durée. Puis, c'est tout simplement ça. Dans le fond, on donne les intérêts 2 fois par année. Puis, à la fin du terme, bien, on rembourse l'argent. Fait que c'est vraiment comme un genre de prêt, dans le fond, que les gens peuvent faire à l'OBNL pour nous permettre de nous développer. L'auberge est également accompagnée dans ce processus financier. On est accompagné par la CQRD, si j'ai les lettres dans le bon ordre, qui est un organisme qui nous accompagne, qui accompagne les OBNL là-dedans. Hugo Leblanc-Dufour indique que la vente d'obligations communautaires actuelle va bon train. À la minute où on se parle en ce moment, on est rendu à 144 000 sur 155 000. Il nous reste encore un peu plus d'une semaine. On termine la vente le 10 février. Fait qu'il en reste 11 000. Il nous reste juste des obligations sur 5 ans. Fait qu'on est encore à la recherche là, de quelques derniers investisseurs pour compléter le tout. Ce moyen de financement s'inscrit dans une perspective d'investissement non traditionnelle. Il y a Yves, là, vice-président de notre OBNL, de notre conseil d'administration, qui faisait valoir qu'un investissement dans notre OBNL, c'est un investissement communautaire, dans le sens que il y a beaucoup de gens de la communauté qui ont choisi d'acheter des obligations, mais pour soutenir notre mission, qui est d'offrir de l'hébergement abordable à Baie-Saint-Paul, d'hébergement touristique abordable. Mais aussi le nouveau lieu qu'on a créé, qu'on développe avec le bistrot, c'est un lieu très communautaire. Les gens locaux, ils sont très présents. On a une programmation culturelle aussi abordable à l'année. Fait que c'est un lieu très vivant, puis c'est une façon d'avoir un impact dans sa propre communauté, en fait. Là, comparé justement à faire un placement qui, même dans certains cas, va financer des pétrolières, mettons, là, qui peut avoir des meilleurs rendements. Mais là, ici, en investissant ici, les investisseurs ont un impact dans leur propre communauté, puis même peuvent en profiter en profitant de nos services après. Là. En tant que directeur général, c'est quoi le sentiment qui t'habite, là, justement parce que c'est une campagne qu'on peut dire qui a relativement bien fonctionné, vous la relancez. Mm-hmm. Comment tu te sens dans tout ça? Bien, dans les dernières semaines, il y a eu beaucoup de nouveaux investisseurs. Il y a eu un petit moment de doute pendant les fêtes. Là. Dans le fond, notre période de vente des obligations, c'était 3 mois. Là. Ça a commencé le 10 novembre. Fait que pendant le 2e mois, c'était le mois des fêtes. Fait que ça a été assez tranquille au niveau des ventes. Mais là, depuis les 2 dernières semaines, il y a beaucoup de nouveaux investisseurs, de gens qui m'écrivent, qui confirment des achats d'obligations. Puis c'est beaucoup des gens de la communauté. Fait que je pense que ça confirme notre impact dans la communauté. Puis que les gens sont contents qu'on soit là, puis veulent qu'on reste là, puis qu'on continue à se développer. Fait que en fait, en ce moment, je pense que j'ai de plus en plus un sentiment de fierté de tout ça, de tout ce qu'on développe, puis qui est comme confirmé par la communauté. Le directeur général se dit enthousiasmé de la réouverture du bistrot des Balcons et de l'année 2025 qui sera remplie de nouveaux projets. Hier, on avait, première journée, mais déjà une première activité, on avait du swing. Avec des collaborateurs qui viennent animer une petite soirée swing. On en a 3 dans la saison. En fin de semaine, on a notre premier spectacle, Sandra Contour, qui vient lancer notre programmation.
Suite à ça, on a des spectacles à toutes les semaines, principalement les vendredis, parfois les samedis. Même un show burlesque qui s'en vient pour la Saint-Valentin? Oui, exact. Ça, c'est une première. On a un premier souper-spectacle. Avec la thématique de la Saint-Valentin. Ça va être très intéressant. Les billets sont en vente encore en ce moment. Est-ce que, justement, c'est une avenue vers laquelle vous souhaitez aller? Les soupers-spectacles, est-ce que ça pourrait être développé ici? Bien, suite à l'expérience qu'on va vivre là, le 14 février, si ça se passe bien, si les gens aiment ça, bien oui, possiblement qu'on peut refaire ça peut-être une fois par saison, un truc comme ça. Clairement, c'est intéressant pour nous, ça fait rouler la cuisine, ça fait apprécier ce qu'on fait au niveau de la cuisine. Fait que on va voir comment que ça se passe. Puis on va avoir différentes activités aussi sur lesquelles on travaille, qui restent à confirmer. On regarde pour des soirées trad, peut-être une fois par mois. On va probablement ramener des open mic, scène ouverte. D'ici quelques semaines, on regarde là-dessus. Puis on vient de lancer, il y a quelques minutes, quelques heures, une soirée avec un DJ montréalais qui est très reconnu, qu'on aime beaucoup ici au balcon, qu'on a un bon lien avec lui, Poirier, qui revient le samedi 22 février. OK. Puis avant la soirée, il fait une classe de maître pour les DJ toute la journée, en fait. Fait que les DJ de la relève ou d'ici ou d'ailleurs, c'est ouvert à tout public. Il y a un coût d'entrée, dans le fond, c'est vraiment comme une classe de maître pour apprendre une genre de formation, dans le fond, avec DJ Poirier. Fait que on a ça qui s'en vient le samedi 22 février. Puis également d'autres petites activités, les projections qu'on va probablement annoncer prochainement. Donc, on suit vos réseaux sociaux pour en apprendre plus? Oui, sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Tous nos événements sont publiés sur Facebook, mais également sur notre site web aubergedebalcon.com/les événements pour voir ça. La campagne de sociofinancement par obligation communautaire de l'Auberge des Balcons se termine le 10 février prochain.